Salut à toutes et à tous, vous regardez Le Média, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. Vous regardez un nouvel épisode de l'émission Du côté de chez Sam avec Chris D. Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur du newsletter sur Substack, politicoboy.substack.com. Du côté de chez Sam revient 2 fois par mois sur l'actualité des États-Unis, mais également sur la façon dont les États-Unis regardent l'actualité dans le monde. Au sommaire, 2 sujets. Pourquoi les États-Unis, ou du moins les parlementaires américains, veulent-ils bannir TikTok, la plateforme préférée des jeunes du monde entier, Made in China? Et quelles sont les implications de cette offensive en pleine campagne électorale? Qu'en pensent Joe Biden et Donald Trump, qui utilisent ce réseau social dans le cadre de leurs campagnes respectives? Nous évoquerons aussi une proposition de loi assez originale dans le pays du capitalisme triomphant, celle portant sur la semaine de 32 heures après un mouvement social victorieux qui a abouti à des augmentations de salaire à 2 chiffres de pourcentage. Les États-Unis seraient-ils désormais à l'avant-garde des conquêtes du monde du travail? On abordera ce sujet. Salut Chris. Salut. Alors aux États-Unis, le comeback de Donald Trump électrise l'opinion, mais ce n'est pas le seul sujet. Le bannissement à venir de TikTok, déjà voté par la Chambre des représentants, cristallise également toutes les passions. Les 2/3 des votes étant positifs, le projet de loi est adopté. Dans un congrès habituellement divisé, le projet de loi pour encadrer le mastodonte chinois TikTok offre un rare moment d'unité à la Chambre des représentants, qui l'adopte avec 352 votes pour et 65 contre. Derrière cette cohésion, des craintes sur la protection de la vie privée, sur fond de suspicion d'espionnage. Pour les États-Unis, TikTok représente une menace pour la sécurité nationale. Sur son seul territoire, ils sont 170 millions d'utilisateurs et autant de millions de données à protéger pour le gouvernement. TikTok est une menace pour notre sécurité nationale parce qu'il appartient à ByteDance, qui est aux ordres du Parti communiste chinois. Nous le savons parce que les dirigeants de ByteDance le disent et parce que la loi chinoise l'exige. Des accusations niées en bloc par Pékin, qui dément que les données des utilisateurs américains puissent se retrouver en Chine. Chris, peux-tu nous dire pourquoi ce sujet est débattu aux États-Unis? C'est un vieux projet en fait qui date déjà de plusieurs années et déjà sous Trump avait tenté de bannir TikTok 2 fois avec ce qu'on appelle des executive orders. C'est un peu comme des décrets, mais aux États-Unis c'est très encadré, c'est-à-dire que le président ne peut faire des décrets que quand ça concerne l'application d'une loi ou d'un texte existant. Donc du coup, ces 2 décrets qu'il avait publiés pour interdire TikTok avaient été bloqués par les tribunaux. Et ça n'avait jamais été mis en place. Mais c'est quelque chose c'est un peu une vieille obsession du camp républicain et de la droite américaine de bannir TikTok afin que ça ne soit plus disponible comme application aux États-Unis. Et là, ça revient à la charge pendant l'administration Biden. Déjà en 2021, son administration avait envoyé des courriers à TikTok pour un peu les menacer ou leur dire si vous remplissez pas certaines conditions, on risque de légiférer. Et là, il y a donc une initiative législative qui est venue des républicains au Congrès, mais Biden a dit que si la loi était votée, il la ratifierait, donc elle sera promulguée. Et donc, c'est un peu un mouvement bipartisan dans le sens où les démocrates comme les républicains, du moins à la Chambre des représentants, sont vraiment déterminés à faire interdire cette application aux États-Unis. Alors, est-ce que tu peux nous résumer le texte de loi qui a déjà été voté à la Chambre des représentants? C'est quoi les différents points? Oui, alors en gros, c'est un texte assez large dans le sens où ça ne cible pas particulièrement TikTok. C'est un texte qui doit permettre au président en exercice, quel qu'il soit, de faire interdire un réseau social qui serait la propriété d'une entreprise étrangère. Et donc, les justifications, c'est des justifications de nature de sécurité, défense nationale, sécurité nationale. Et en fait, c'est construit pour qu'ensuite Biden puisse s'en saisir et dire, à partir de ce texte de loi, on va interdire TikTok. Après, dans les faits,
c'est pas nécessairement une interdiction. La loi, elle donnerait 6 mois à TikTok pour remplir les obligations demandées par la présidence Biden, enfin l'administration, l'exécutif. Et donc, Des en obligations qui gros, n'existent pas encore. voilà. Et donc les obligations, ça serait soit d'accepter en gros, de donner le contrôle des données et de permettre à l'administration américaine de censurer du contenu sur TikTok. En gros, de lui donner les mêmes pouvoirs qu'elle a pu exercer via Facebook, des choses comme ça. Et en gros, dans ce cas, ce qui est assez ironique, c'est que ça reviendrait à permettre à l'administration américaine de faire ce qu'elle accuse Pékin de faire avec TikTok, c'est-à-dire consulter les données des utilisateurs, agir sur les algorithmes pour censurer ou mettre en avant du contenu, des accusations qui ne sont pas étayées de preuves, cela dit, hein. Donc, les agences de sécurité américaines type CIA, etc., n'ont pas rendu publiques des informations qui permettraient de penser que le gouvernement chinois utilise TikTok comme une arme d'influence, un outil d'influence. Ça, c'est un peu une discussion séparée. Mais donc ça serait la première option de TikTok. Et la deuxième, ça serait de vendre TikTok, ou du moins la filiale qui opère aux États-Unis, à une entreprise américaine. Et dans ce cas-là, une fois que ça s'est fait, le gouvernement américain prendrait la main aurait également la capacité du coup de censurer, d'agir sur le contenu de TikTok. Donc dans les deux cas, ça revient à permettre aux États-Unis, au gouvernement américain, d'avoir un droit de regard sur le contenu de TikTok et la façon dont ça fonctionne. Et si TikTok refuse, alors ils seront interdits dans 6 mois d'être accessibles sur les plateformes de téléchargement Apple Store, Google Play, tout ça. Donc du coup, les gens n'auront plus accès à l'application sur leur téléphone. Alors, quels sont les arguments, quelles sont les motivations les plus mises en avant par les adversaires déclarés de TikTok? Il n'y a pas que des questions de sécurité nationale, j'imagine. Oui, alors c'est un peu, si on prend l'image d'un oignon et qu'on enlève les couches une par une, donc la première couche, ce qui est mis en avant maintenant, c'est le conflit la situation à Gaza et l'offensive d'Israël contre les Palestiniens. Et alors, le contexte ici, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de gens qui sont très pro-Israël, et surtout proches du Parti républicain, et donc que ce soit les élus républicains, certains élus démocrates, et puis tout un tas de personnes, que ce soit des artistes ou des entrepreneurs, des milliardaires, etc., qui ne sont pas nécessairement de confession juive, hein, mais qui sont très pro-Israël. Il y a aussi des lobbies pro-israéliens, donc l'Anti-Defamation League, ADL, qui est censée être une ONG qui protège la liberté du discours, donc c'est assez paradoxal en plus. Et donc tout ça, ce sont tout un tas une constellation d'acteurs qui sont effrayés par le fait que la jeunesse américaine est très pro-palestinienne. Ça, c'est un fait. Et il l'attribue à TikTok? Voilà, alors ça c'est assez dingue, mais donc une conversation audio qui a fuité donc du président de l'Anti-Defamation League, où il dit oui, on a vraiment un problème générationnel par rapport à Israël, où en gros les jeunes générations sont pro-palestiniennes. Et donc ils attribuent ça à TikTok parce que sur TikTok on voit beaucoup de contenu, enfin c'est ce qu'ils disent, qui serait qui se soucie en gros de la situation à Gaza, quoi. Donc ce qui est assez invraisemblable, c'est que en fait il y a des études qui ont été faites, dont une qui s'était parue dans le Washington Post, qui montre que c'est pas propre à TikTok. Si on va à Facebook, Instagram, qui appartient donc tous les deux à Meta, et sur d'autres réseaux sociaux également, on voit que le contenu, il y a beaucoup de contenu pro-palestinien et que Israël est très critiqué. Et en même temps, ça doit être peut-être un effet d'équilibre, vu que les médias mainstream sont très pro-israéliens. Forcément, étant donné qu'il y a un malaise dans l'opinion, les contenus pro-palestiniens vont être plus consultés sur les plateformes sociales, normalement. Oui, et puis il y a le fait qu'il n'y a pas de filtre, c'est-à-dire que je veux dire, n'importe qui normalement constitué, quand on voit les images qui viennent de Gaza, on est horrifié. Mais ces images ne sont pas forcément montrées, ou elles sont montrées au compte-gouttes. Et puis il y a aussi le fait que les utilisateurs TikTok sont beaucoup plus jeunes que les gens qui regardent la télévision ou lisent les journaux en moyenne. Et comme la jeunesse américaine était déjà avant TikTok
beaucoup plus pro-palestinienne, sensible à la cause palestinienne, critique envers Israël, donc sa politique coloniale, d'apartheid, etc. Du coup, ça se retrouve forcément dans les réseaux sociaux, en fait. C'est la même démographie. Et donc les arguments qui sont mis en place pour bannir TikTok de ce point de vue-là ne reposent sur rien de vraiment réel. L'idée que les jeunes seraient pro-palestiniens parce que TikTok, parce que la Chine pousserait du contenu, jouerait sur les algorithmes pour influencer l'opinion publique américaine, il n'y a rien qui le démontre et c'est un peu absurde dans le sens où l'opinion américaine était déjà dans la jeunesse pro-palestinienne avant que TikTok existe. Et c'est quoi les autres couches de l'oignon? Alors les autres couches, d'abord il y a la question de la sécurité des données. Donc l'idée qu'il ne faudrait pas que la Chine puisse utiliser les données des utilisateurs américains, que ce soit pour des fins de renseignement ou après pour pouvoir faire des campagnes d'influence. Ou justement pour après mettre en avant du contenu qui pourrait influencer l'opinion, etc. Mais en fait, ça, c'est encore un argument qui ne tient pas debout parce que les données qui sont disponibles via TikTok sont aussi disponibles sur des plateformes commerciales, en fait. En fait, on peut acheter, et c'est ce que fait d'ailleurs le gouvernement américain, on peut acheter les données des utilisateurs de Facebook, etc., sur des plateformes et des sites qui vendent ça, qui vendent les données. Donc, comme il n'y a pas de protection des données de manière générale sur Internet qui sont vraiment mises en place, du coup, c'est ce que la Chine cherche à faire. C'est accumuler des données sur la population américaine, ses comportements en ligne, etc. Elle n'a pas besoin de TikTok. C'est ça ce que disent en gros les journalistes et les spécialistes et les avocats qui essayent de s'opposer à cette loi qui cherche à faire interdire TikTok. Il y a aussi peut-être la question de l'addiction, des addictions. Alors ça, c'est un autre débat, mais oui, on peut, pour des raisons de santé mentale, etc., on peut éventuellement dire que, mais dans ce cas-là, ça ne serait pas spécifique à TikTok, ça s'applique aussi à Facebook. Donc c'est un peu le fait de prendre TikTok de manière spécifique, c'est cette question après, donc c'est la troisième couche de l'oignon, si tu veux, c'est que les républicains et les démocrates sont un peu dans une sorte de surenchère anti-chinoise. Et donc, alors il y a des raisons qui sont probablement valides, mais il y a aussi cette peur que la Chine développe des champions de la technologie qui concurrencent les États-Unis et la Silicon Valley. Et donc ça, c'est vraiment, c'est plus une politique coloniale, un peu si tu veux, ou impérialiste, dans le sens, plutôt que colonial, impérialiste dans le sens où on veut protéger nos champions, notre industrie de la haute technologie, la Silicon Valley, et on ne veut pas si une entreprise réussit à percer et qui n'est pas une entreprise américaine, on va essayer de l'attaquer, quoi. Donc là, et ça, c'est plus la vraie raison, en fait. Les raisons de sécurité nationale, de protection des données, comme on vient de le voir, c'est un peu bidon. Sur Israël, c'est une vraie raison dans le sens où il y a vraiment une campagne avec des lobbyistes, etc., qui essayent de faire interdire TikTok pour cette raison. Mais c'est des gens qui se trompent, quoi, qui n'arrivent pas à concevoir que les jeunes Américains puissent être pro-palestiniens simplement parce que ce que fait Israël, ce génocide, si on peut employer ce mot, n'est pas acceptable, quoi, tu vois. Mais ça leur passe complètement par-dessus. Donc, du coup, ils se disent il y a forcément des gens en Chine, Pékin, qui jouent sur les algorithmes pour manipuler nos jeunes, etc. Parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir qu'on ne puisse pas être favorable à l'extermination des Palestiniens. Alors, en gros, à ton avis, TikTok subit à peu près le même sort que Huawei a subi, la grosse firme de télécom chinoise qui, disons, taille des croupières à Apple dans les téléphones mobiles, mais aussi dans les infrastructures de support des télécoms. Huawei a été banni quasiment des États-Unis pour des raisons à la fois de sécurité nationale et de concurrence internationale. Oui, alors après, c'est une politique industrielle qui se défend, hein. Pourquoi laisser un acteur étranger acquérir des infrastructures aussi importantes que les télécommunications? En France, on pourrait peut-être aussi s'inspirer de ça pour protéger notre propre industrie numérique, mais sans prendre pas spécifiquement ici à TikTok, qui est juste un réseau social, et en invoquant des raisons qui n'ont pas beaucoup de sens. C'est critiquable, c'est sûr. Et après, ça pose la question, donc c'est ça l'autre l'angle, c'est
du point de vue des Américains, en gros, tu te retrouves dans une situation où les États-Unis sont activement en train d'être complices d'un génocide ou de ce qui pourrait être qualifié comme un génocide, pour être précis. Et il y a un mouvement d'opposition à ça qui est assez fort aux États-Unis. Et donc, la réponse des autorités américaines, c'est de censurer. Donc, tu vois, il y a aussi un côté, alors, on est en temps de guerre et on censure les opposants. Et ça, c'est assez grave. C'est ce que dénoncent les opposants à la loi. Alors, que dit Trump sur le sujet? Et que dit Biden Trump, aussi? Trump il faut lui reconnaître une qualité, c'est qu'il a un bon sens politique. En tout cas, par moment. Et donc, par le passé, il était pour, comme on l'a dit, il a tenté lui-même de faire interdire TikTok, entre autres parce que c'était dans sa rhétorique anti-chinoise. Mais là, il a pris soin de prendre ses distances par rapport à ça, de critiquer, pas trop fortement, mais quand on lui a posé la question, il a dit non, moi je le ferai pas parce que ça va. En fait, il a compris qu'il y a 180 millions, je crois, d'utilisateurs aux États-Unis de TikTok. Beaucoup de gens qui gagnent qui ont gagnent un peu des revenus aussi par rapport à ça, hein, tous les influenceurs, etc. Donc empêcher tous ces gens-là soit d'utiliser le réseau, soit de gagner leur vie avec, bah, politiquement c'est très mauvais, quoi. C'est vraiment absurde. Donc du coup, surtout dans une année électorale. Donc il s'est retourné. Voilà, exactement. Et que pense Joe Biden? Alors Joe Biden, c'est ça qui est assez incompréhensible, c'est que lui, il a clairement dit qu'il était favorable à cette loi. Et ça, pour un président qui est déjà en difficulté dans les sondages, qui est impopulaire, et que c'est en particulier avec les jeunes, alors que c'est l'électorat dont il a besoin pour gagner, un des électorats les plus déterminants pour lui, c'est vraiment... Et c'est un électorat qui est sur TikTok. Eh ben oui. Alors, en même temps, lui, il fait des vidéos maintenant sur TikTok pour toucher cet électorat. Donc il y a vraiment un côté absurde, quoi. Alors, les démocrates ont un plan B si l'interdiction pure et simple de TikTok ne fonctionnait pas ou était abandonnée. C'est un rachat de TikTok, tu l'as dit, mais par des intérêts qui interrogent, si on peut dire. Oui, alors si la loi était promulguée, donc l'option qui serait envisagée, c'est de faire un rachat de TikTok par une entreprise américaine. Et alors là, ce qui est complètement fou, c'est que la personne qui fait le plus campagne pour ça, et qui a déjà commencé à réunir des fonds, etc., enfin à faire une proposition, c'est l'ancien ministre des Finances, donc le Treasury de Trump, Steve Mnuchin, qui est un Trumpiste, et donc là, qui est très, très à droite, et qui compterait faire ça avec des fonds saoudiens. Donc là, on est encore dans un truc, ça veut dire que les démocrates interdiraient un réseau social, soit vont interdire un réseau social qui est vraiment quelque chose qui touche leur électorat, ou alors en donnerait les clés à un opposant politique avec de l'argent d'un pays dont les dirigeants sont aussi relativement hostiles à l'administration démocrate. Donc il faut voir, ça donne un peu quand même à voir à quel point il n'y a pas vraiment de capitaine dans le navire démocrate en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de réflexions stratégiques qui sont faites sur ces questions. En plus, l'Arabie Saoudite n'est pas plus démocratique que la Chine. Oui, en plus, après, c'est pas eux qui auraient le contrôle direct, mais c'est vrai, oui, donc tu as raison, c'est aussi un problème. Et on sait que les Saoudiens, en 2020, ils avaient fait exprès de faire baisser le prix du pétrole en augmentant leur production pour aider Trump à être réélu. Donc, c'est aussi un adversaire politique, quoi. Donc, il y a vraiment pas. Enfin, c'est assez incompréhensible du point de vue stratégie politique des démocrates. Évoquons désormais un aspect. Est-ce qu'une telle interdiction ne pourrait pas entraîner des représailles ailleurs, dans les pays où la Silicon Valley exporte ses applis stars? Parce que les États-Unis utilisent des raisons d'intérêt national finalement pour s'attaquer à des plateformes étrangères, mais les plateformes américaines sont des plateformes étrangères dans les autres pays du monde où ce sont elles qui sont les applis stars. Je pense à Facebook, Instagram, YouTube. Après en Chine, Twitter, etc. Alors oui, tout à fait, ouais. Mais en dehors de la Chine, en Europe par exemple, ce sont des applications étrangères. En Afrique, ce sont des applications étrangères. En Asie également. Voilà, ça peut fragiliser la Silicon Valley, non?
disons que ça établit un peu un précédent, mais en même temps, les États-Unis sont très, à l'inverse, sont très proactifs pour justement protéger leurs entreprises et les mettre en avant sur ces marchés-là. Donc, par exemple, quand l'Union européenne tente de mettre des lois en place pour contrôler les données, etc., ou réguler un peu Internet, les diplomates américains sont mobilisés pour essayer de contrer ça ou de diluer les effets. Donc, ouais, c'est quelque chose qui a déjà lieu, en fait. Il y a déjà des choses proactivement qui sont faites par l'administration américaine pour favoriser ces champions. Et pour l'instant, les Européens, en tout cas, n'ont pas beaucoup réagi. Donc, peut-être que ça pourrait donner des billes, mais ça, c'est difficile de savoir. Alors, Chris, est-ce que cette loi a des chances d'être promulguée, d'être mise en application sur ça paraît quand même compliqué pour différentes raisons. Donc, il y a d'abord le fait que là, elle a été votée à la Chambre. Ce qui est marquant, c'est qu'elle a été votée très largement, parce que c'est 352 voix pour et 62 contre. Donc, démocrates et républicains ont voté pour. Mais au Sénat, il y a beaucoup plus d'opposition des sénateurs. Et il faut une majorité aux 2/3, enfin 60 voix pour la faire passer sur 100. Et déjà, la première étape, c'est qu'elle passe en commission. Et en commission, il y a des sénateurs qui sont assez opposés à cette loi pour des questions de liberté d'expression, de choses comme ça. Donc, il y a peu de chances qu'elle passe en commission. Si elle était votée en commission, alors elle serait probablement proposée au vote au Sénat. Mais là, c'est encore une fois, il y a même des sénateurs républicains qui ont déjà indiqué qu'ils étaient contre cette loi. Donc du coup, c'est pas dit du tout qu'il y aura une majorité pour la faire passer. Et même si elle passait, elle pourrait être censurée par les tribunaux. L'État du Montana a déjà fait passer une loi pour interdire TikTok au Montana, et ça a été direct bloqué par la Cour de justice fédérale du Montana, parce que justement, ça va à l'encontre du principe du premier amendement de liberté d'expression, et que le Montana n'avait pas n'est pas l'autorité compétente pour ce genre de choses. Donc, il ne s'est pas dit non plus que la loi telle qu'elle est, même s'ils essaient de l'écrire de manière à ce que ça soit plus flou, et c'est pas sûr du tout qu'elle passerait en gros l'équivalent du Conseil constitutionnel, si tu veux, aux États-Unis. On parle désormais de cette idée qui fait son petit bout de chemin, la proposition de loi visant à instaurer la semaine de travail de 32 heures au pays du capitalisme triomphant, une proposition défendue par Bernie Sanders, qui incarne l'aile gauche du Parti démocrate. Can I talk to you about the 32-hour work week? It seems like Fox Business. It seems like Democrats want businesses to be taxed more, pay their workers. Really? Is that what you think? pay their workers. Excuse me. I didn't get to ask a question. Okay, thank you. Senator, You want to hold it? Okay. We held a hearing on a 32-hour work week because what we have seen is that over the last 50 years, despite a huge increase in worker productivity, almost all of the new wealth has gone to the top 1%, while 60% of the people are living paycheck to paycheck. Bien entendu, le puissant syndicat United Auto Workers appuie l'initiative et son leader, Shawn Fain, devient une des voix charismatiques de son pays. Ce que les gens, et beaucoup dans cette salle, diront, c'est que les gens ne veulent tout simplement pas travailler, ou que la classe ouvrière est paresseuse, que les gens de la classe ouvrière sont paresseux. Mais la vérité, c'est que les travailleurs ne sont pas paresseux. Ils en ont assez. Ils en ont assez d'être laissés pour compte et dépouillés de leur dignité, alors que l'inégalité des richesses dans ce pays et dans le monde devient incontrôlable. Ils en ont assez qu'en Amérique, 3 familles possèdent autant de richesses que les 50% des citoyens les plus pauvres de ce pays. C'est criminel. L'Amérique vaut mieux que cela. Je voudrais donc conclure sur ce point. Je suis d'accord. Il y a dans ce pays une épidémie de personnes qui ne veulent pas travailler, de personnes qui ne peuvent pas se donner la peine de se lever chaque jour et de contribuer à notre société, mais qui préfèrent profiter du travail d'autrui. Mais ce ne sont pas des cols bleus, ce ne sont pas des travailleurs. Il s'agit d'un groupe de personnes dont on ne parle jamais pour le peu de travail et de production qu'elles fournissent et le peu de contributions qu'elles apportent à l'humanité. Les personnes dont je parle sont les profiteurs de Wall Street, les maîtres des revenus passifs. Ceux qui profitent du travail des autres ont tout le temps du monde, alors que ceux qui font fonctionner ce pays, ceux qui construisent les produits et contribuent au travail, ont de moins en moins de temps pour eux, pour leur famille et pour leur vie. Chris, peux-tu nous dire pourquoi ce sujet est débattu aux États-Unis maintenant?
Alors, c'est une proposition de loi en fait qui a été déposée par Bernie Sanders, qui est le président de la commission des affaires sociales et du travail, donc qui à travers cette position peut proposer des lois et convoquer des commissions au Sénat. Donc du coup, comme la loi a été déposée, ça ne veut pas dire qu'elle sera votée, qu'il y aura un vote, parce que pour qu'il y ait un vote, il faut d'abord qu'elle soit validée en commission et ensuite que le président en gros du Sénat accepte de la soumettre au vote. Donc c'est pas sûr du tout qu'elle sera soumise au vote. Et si elle était soumise au vote, il y a peu de chances qu'elle soit votée. Mais ça crée du débat forcément, c'est ça le but aussi. Donc ça, c'est ce qui fait l'actualité. Ça a été la commission au Sénat et le dépôt de la proposition de loi. Et ensuite, il y avait déjà eu avant, en particulier pendant la grève très médiatique du secteur de l'automobile, dont on avait parlé ici, eh bien, une des revendications du syndicat UAW, c'était la semaine de 32 heures. Donc ça n'a pas été quelque chose qui a été accordé, et c'était quelque chose qu'ils avaient mis dans leur revendication un peu pour ouvrir la fenêtre d'Overton, comme on dit, et pour pouvoir ensuite lâcher du lest dans les négociations, probablement. Mais ça avait déjà, du coup, été débattu sur les plateaux télé. Donc c'est un sujet qui commence à faire du bruit aux États-Unis. Alors, quels sont les arguments pour et contre, et quel est le contenu de cette proposition de loi? C'est un peu comme les 35 heures en France. C'est quoi disons alors le contenu, c'est aux États-Unis, le temps de travail légal, c'est 40 heures par semaine, ça date des années 30. Et si on travaille plus que 40 heures par semaine, il y a des heures supplémentaires qui sont payées. C'est prévu dans le droit du travail. Donc là, l'idée, ça serait de passer de 40 à 32, et donc 4 jours par semaine au lieu de 5. Après, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas travailler plus, mais s'ils travaillent plus que 32 heures, ils seront payés en heures sup. Donc du coup, avec des revenus supplémentaires. Alors, ensuite, les arguments pour cette loi. Donc, Bernie Sanders, il a écrit une tribune avec le président Sean Fenn de l'UAW dans le Washington Post, où il détaille un peu ses arguments. Donc, d'abord, ça part d'un constat, c'est qu'en gros, depuis 40 ou 50 ans, la productivité du travail aux États-Unis a quand même augmenté de manière significative, mais les salaires n'ont pas suivi. Et donc, les gains de productivité ont été captés par les capitalistes, les 1% des plus riches, etc., comme en France par ailleurs, mais encore plus fortement aux États-Unis. Et donc, c'est un peu l'idée, maintenant, il faut rétablir un semblant d'égalité ou de justice, si tu veux. Donc, il faut que ces gains de productivité permettent aux gens de travailler moins pour le même salaire. Donc ça, c'est le premier argument. Et ensuite, il explique aussi que là où ça a été testé, il y a une 60aine d'entreprises en Angleterre, puis des pays aussi qui ont réduit le temps de travail. D'ailleurs, il parle de la France dans cette tribune. Et on a vu plutôt une augmentation de la productivité des travailleurs, et que du coup, même du point de vue des entreprises, elles étaient plutôt gagnantes en fait à réduire à passer à une semaine de 32 heures. Donc ça, c'est les arguments qui sont mis en avant pour cette loi. Et bien justement, quels sont les arguments opposés? Alors là, c'est un peu les arguments typiques, c'est-à-dire que les entreprises vont faire faillite, qu'elles vont soit remplacer les employés par de l'intelligence artificielle et des choses comme ça, ou alors qu'elles vont arrêter d'embaucher, ou qu'elles vont devoir embaucher plus de personnes pour compenser le manque de travail. Donc c'est à chaque fois des arguments qui reposent sur pas grand-chose de factuel, dans le sens où empiriquement c'est pas ce qu'on observe, mais ils vont dire, les arguments vont dire les entreprises du coup vont essayer de réduire le nombre d'employés, de mettre de l'intelligence artificielle à la place, ce qui en fait se passe déjà sans la loi, donc c'est pas ça qui va changer. Ou alors ça va être des arguments du type les entreprises vont faire faillite, et du coup ça c'est aussi contestable, puisqu'on a vu que là où ça a été testé, pour l'instant c'est plutôt positif du point de vue des entreprises aussi. Merci Chris pour ces explications, et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Le média, votre média, est aujourd'hui la seule chaîne d'infos indépendante et proche du terrain des luttes sociales à avoir sa place dans le paysage audiovisuel français. Nous devons désormais élargir notre diffusion en nous battant contre la tentation de nous exclure qui existe chez les gros distributeurs comme SFR ou Bouygues. Nous devons aussi étoffer nos programmes pour tenir la concurrence des énormes machines tenues par les milliardaires. C'est la bataille essentielle de l'info, et nous ne pouvons la gagner que grâce à vous. Si vous voulez nous soutenir via un abonnement de soutien ou un don défiscalisé, c'est sur lemediatv.fr/soutien que ça se passe. Restez connectés aux médias.